Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Luc, mettons les pieds dans le plat sur des sujets qui sont extrêmement difficiles. Cette affaire d'Orlando, alors évidemment il y a l'aspect Daesh qui est non négligeable, oui. Mais est-ce que vous croyez que c'est aussi une remise en cause finalement de la tolérance à l'égard de l'homosexualité ? C'est quand même une grande constante. D'abord, la dimension à nouveau religieuse de ces attentats, il ne faut pas la gommer. Il ne faut pas dire ça n'a rien à voir avec l'islamisme, rien à voir avec la religion. C'est pas vrai. Cet homme était manifestement prêt à risquer sa vie et probablement à la perdre. Donc lorsqu'on est prêt à sacrifier sa vie, sacrifice sacré, il y a du sacré dans l'air. Première chose. Deuxième chose, Daesh a 3 ennemis majeurs. Les Juifs, Israël, la laïcité l'universalisme à la française, et comme tous les régimes totalitaires, l'homosexualité. Donc c'est pas très surprenant. C'est d'ailleurs 3 points communs avec le nazisme. Souvenez-vous que, puisque vous êtes historien, à l'origine en tout cas, et par passion et par connaissance, oui, mais c'est quand même une bonne base. Eh bien, les homosexuels, évidemment, ont été persécutés sous le régime nazi. Donc l'universalisme français, l'homosexualité, les juifs, voilà, 3 points communs entre Daesh et le nazisme. Il faut pas les gommer. Et évidemment qu'on pouvait prévoir que c'était Daesh. D'accord, alors on est dans cette constitution-là, mais est-ce que vous avez le sentiment, parce que ça a été un débat en France qui n'a strictement aucun rapport avec le terrorisme, et quand on parlait de la manif pour tous, je dis bien qu'il n'a strictement aucun rapport, mais est-ce que vous considérez que la libération sexuelle, globalement, celle des années 60 et des années 70, est remise en question? Je ne parle pas de l'aspect de l'attentat, mais est remise en question par les sociétés contemporaines du début du XXIe siècle. Non, c'est pas remis en question par les sociétés contemporaines, c'est l'inverse. Le mouvement de libération de l'homosexualité et des homosexuels, il est en marche. Souvenez-vous qu'en 1990, l'Organisation mondiale de la santé définit encore l'homosexualité comme une maladie, comme une perversion. Donc on a formidablement progressé sur le sujet. Ce qui est dans Freud d'ailleurs. Ce qui est dans Freud, bien sûr. Freud considère évidemment que l'homosexualité est une maladie. Ce qui est vrai, c'est que dans la tradition catholique, dans la tradition chrétienne même d'une manière générale, en particulier depuis saint Thomas d'Aquin, on a cette idée de loi naturelle qui est donc l'idée qui vient d'Aristote, l'idée que il y a une nature humaine et que l'homosexualité est contre nature. Et bien évidemment, du point de vue chrétien, on ne peut pas faire autrement. C'est le magistère de l'Église et du point de vue chrétien, on peut pas défendre autre chose. L'homosexualité est une perversion, évidemment. C'est contre nature. Bon, et donc on a toute cette tradition catholique qu'on a vu revenir dans la manif pour tous, inévitablement, parce que c'est la doctrine de l'Église depuis toujours. Il y a quelque chose de paradoxal. Mais ça n'a rien à voir avec Daesh, c'est tout à fait autre chose. Il y a quelque chose de paradoxal dans toutes les sociétés que vous décrivez. Vous parliez du nazisme. Tout le monde se souvient de la nuit des longs couteaux, les SA, où il y avait une connotation homosexuelle. On parle du monde, justement. Vous parliez tout à l'heure du monde grec, mais l'homosexualité a joué un rôle fondamental dans le monde grec. Vous parliez du monde arabe, et l'homosexualité est aussi présente dans le monde arabe. Donc on a toujours cette espèce de balancement bizarre entre la pratique et la condamnation. Et alors ça s'explique assez bien pour le coup d'un point de vue psychanalytique. C'est vrai que il y a eu beaucoup d'analyses sur ce qu'on appelait les Männerbund, ces associations, ces communautés d'hommes qui ont joué un rôle très important dans le nazisme et où l'homosexualité était omniprésente. Et donc c'est vrai que à la limite, on pourrait presque défendre cette thèse que plus l'homosexualité est présente dans une société, et plus elle suscite des réactions d'hostilité, parce que c'est quand on se sent très proche de quelque chose et prêt à basculer dans quelque chose qui est par ailleurs tabou et condamné de manière extrêmement violente, ça vous répugne encore plus, si je puis dire. Et donc c'est pas étonnant que dans le nazisme il y ait à la fois cette tentation de l'homosexualité, ce refus de l'homosexualité, très probablement comme chez Daesh, parce que c'est très très masculin, ces groupes-là, c'est très masculin. Donc la dimension homosexuelle est sûrement très refoulée, mais en même temps très très présente sous le refoulement, et ça suscite une haine d'autant plus grande. Mais en tout cas, 3 beaux points communs entre Daesh et le nazisme, et voilà pourquoi il ne faut pas sous-estimer la dimension religieuse, en tout cas islamiste, du problème. Parmi les informations de la matinée, avant qu'on aborde le deuxième sujet complexe qui est celui des hooligans, c'est de la violence dans le sport, parce que le sport est à la fois populaire, mais en tout cas le foot déchaîne de la violence. L'une des informations de la matinée, c'est Henri Guénaud, député donc les Républicains des Yvelines sur France Inter, qui considère qu'il est candidat à la primaire. Alors, enfin, il déclare qu'il est candidat à la primaire. Ce qui est assez paradoxal dans son cas, d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est que la primaire, il est contre. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris mon temps, j'ai pesé le pour et le contre.
Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester les bras croisés devant la manière dont tourne le débat. J'étais très opposé aux primaires. La primaire, c'est la règle que nous nous sommes donnée, elle est là. C'est comme une loi, vous pouvez être contre une loi, elle est votée, vous êtes bien obligé de respecter la loi. Donc je vais respecter la règle, mais je vais y prendre ma part. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est contre aille dans un registre qu'il réprouve? Oui, non, ça c'est pas le procès qu'on peut lui faire. D'ailleurs, c'est très présent dans le monde intellectuel où quantité d'intellectuels passent leur vie à critiquer les médias et ils sont omniprésents. Ce sont ceux qui sont le plus présents dans les médias qui sont le plus critiques à l'égard des médias. Et donc non, je suis pas spécial. Non, moi j'aime plutôt bien la presse. Regardez-moi, là, non, j'aime bien plutôt bien la presse. Ça dépend laquelle. C'est toujours la même chose. Mais j'écris dans le Figaro, donc voilà, je peux pas. Non, mais par exemple, ce qui m'intéresse aussi chez Guénaud, comme on trouve chez Hulot, comme on trouve chez Dave Duflo, il y a tous ceux qui disent retenez-moi, oui. Non, on retrouve là un verbe qu'on entend quand même relativement peu dans le monde politique. Je réfléchis. Mais Guénaud, si j'ose dire, il est vraiment pas pire qu'un autre. Il représentera à l'intérieur de l'ex-UMP le mouvement anti-européen, en tout cas anti-Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc le mouvement anti-européen et le mouvement keynésien. Voilà, Guénaud est un vrai keynésien, beaucoup plus. Au fond, c'est quelqu'un qui est très proche de Chevènement. Il a été commissaire au plan. Il est très proche de Chevènement. Et voilà, c'est une parole qui mérite aussi d'être entendue. C'est pas la mienne, c'est pas ce que je pense, mais en tout cas, il représente encore une fois ce pôle keynésien. Maintenant, on est 14-15. Enfin, ils ont. En effet, comme avait dit Cambadélis, c'est une équipe de foot qui se prépare. Mais c'est vrai que voilà, ce pôle keynésien anti-européen, il fait partie aussi de l'UMP. Et c'est une des composantes de l'UMP, et c'est probablement Guénaud qui l'apporte avec le plus de talent. Donc pourquoi pas, oui. Autre sujet qui est un sujet extrêmement complexe, parce que vous savez que les médias que nous sommes, nous sommes, disons, minoritaires par rapport aux grands médias, mais c'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai parfois dans le domaine du divertissement. Le fait d'être populaire, c'est considéré comme une qualité absolument fondamentale. On a un public populaire, on a des assises populaires, etc., etc. Et là, on voit un sport populaire qui déchaîne une violence qui n'est pas populaire. Alors, au fond, j'avais envie de poser cette question un peu absurde. Est-ce que c'est une qualité d'être populaire ou est-ce que c'est un défaut? Non, le nazisme a été très populaire en Allemagne. Donc, il y a quantité d'ouvrages de sciences politiques savants sur le peuple contre la démocratie. Bon. Mais en même temps, moi, c'est pas le discours que j'ai envie de tenir. C'est pas ça qui me frappe le plus. C'est que quand on dit populaire, on dit, ah oui, c'est normal qu'il y ait des débordements, c'est normal qu'il y ait des troupeaux d'imbéciles avinés qui sombrent dans la violence comme à Marseille. C'est normal puisque c'est populaire. Les Russes, oui, mais attendez. C'est une insulte au peuple. Moi, je vais vous dire les choses. C'est pas populaire. C'est nationaliste, ethnique. C'est pas populaire. Moi, j'ai passé les 25 premières années de ma vie à la campagne, dans la vraie campagne. J'ai connu des fêtes de village qui ressemblaient à ce qu'on lit dans Pagnol ou dans Rousseau. La description des fêtes de village dans Rousseau qui est superbe. Jean Starobinski a écrit des pages magnifiques sur la fête chez Rousseau. Ces fêtes populaires, je les ai connues dans mon Auvergne, dans le Cantal, je les ai connues dans le Sud-Ouest, dans le Berry. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu à Marseille. C'est des fêtes de village dans lesquelles on chante, on danse. Il y a quelques ivrognes, mais ça fait rigoler parce qu'on dit tiens, le père machin, il a forcé sur le rosé. Mais tout ça, et on s'en occupe et c'est sympathique. Il y a des enfants. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et les groupes paramilitaires, parce qu'en gros, c'est nationalisme. Ce qu'on vit aujourd'hui, cette violence qu'on vit, d'ailleurs, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'accélère, elle s'accentue. On vit le croisement de deux lames de fond qui se rejoignent. Tous les marins connaissent ce phénomène des lames de fond qui se rejoignent et ça fait des vagues absolument gigantesques. Le déclin de l'autorité depuis mai 68 dans la vieille Europe, le déclin de l'autorité sur soi-même, c'est aussi le déclin de la maîtrise de soi. Ce sont des gens qui ne se tiennent pas, comme disait Macron. Ils se tiennent plus. Bon. Donc, les Russes, ils sont quand même très très loin de mai 68. Les Russes qui sont arrivés avec ils sont en plein dedans. Des baramines. Ils sont en plein dedans. Au contraire, c'est dans les pays de l'Est que la vague des années 60 est en train vraiment de produire ses effets. Mais bien sûr, les pays de l'Est, c'est avec 30 ans de retard, mais c'est évidemment ce qu'ils vivent depuis la fin du communisme. Et donc on a cette espèce de déclin de l'autorité, y compris autorité sur soi-même, et en même temps, vous le savez bien, on a un renouveau des nationalismes partout en Europe, partout dans le monde occidental. Vous voyez bien ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en Autriche, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en France avec le Front National. On a un renouveau des nationalismes exacerbés. Le déclin
déclin de l'autorité, de la maîtrise de soi d'un côté, la montée en puissance des nationalismes de l'autre, ça vous donne ce qu'on voit à Marseille. Ça n'a rien à voir avec Pagnol et Rousseau. On n'est pas dans des fêtes populaires, on est dans des fêtes de nationalisme ethnique. C'est ça le foot aujourd'hui. C'est un système dont la presse ne cesse de nous dire que l'organisation est totalement corrompue. C'est le règne du fric, de la bière, des bitures, du chauvinisme. Et en effet, c'est parce que c'est un sport d'équipe aussi. Alors c'est pas le cas du rugby, parce que le rugby est depuis toujours un sport aristocratique, c'est vrai. Mais dans le foot, ce qu'on soutient, on soutient son pays. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le tennis. Il y avait, je crois, 18 000 personnes à la finale de Roland-Garros. C'est un sport individuel. Et justement, c'est pour ça. Parce qu'on soutient pas un pays, on soutient une personne et on veut que le meilleur gagne. Et je suis sûr que vous, qui jouez très bien au tennis, qui aimez le tennis... Jouez. Non, je vous ai vu jouer, vous jouez très bien. Et donc, et vous avez été très bien classé, même si vous êtes classé monument historique maintenant, vous avez été excellemment classé. Et donc, vous savez très bien que même quand il y a un Français qui joue face à Djokovic ou à Nadal ou à Federer, on est quand même dans son fort intérieur, pas forcément pour le Français, on veut que le meilleur gagne. Ce sont les sports de la bourgeoisie et ça n'a strictement C'est un argument stupide, c'est un argument de débile mental. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas le vôtre. Vous me le mettez en place comme ça pour que je réagisse. C'est un argument totalement débile. Et encore une fois, c'est pas aristocratie contre le peuple, tennis contre foot. C'est encore une fois contre le nationalisme ethnique, contre le chauvinisme et le racisme qu'on se bat quand on voit, encore une fois, ces scènes de guérilla urbaine à Marseille. C'est pas ça populaire. Dire que c'est populaire, c'est insulter le peuple. Voilà. Et donc, je m'oppose totalement à cette idée que sous prétexte que c'est populaire, c'est débile. C'est aviné, c'est brutal et violent. Non, c'est pas populaire, c'est nationaliste. Là, je sors, et on terminera là-dessus, je sors de l'aspect euro pour arriver à l'aspect politique. Oui. Au fond, on a toujours considéré, d'une certaine manière, contre le général de Gaulle, qui était un rebelle qui a démarré seul, contre son pays, contre l'état-major, contre les alliés, contre les États-Unis. Voilà. Au départ du gaullisme, de la gestoïde, il n'y avait rien de populaire. Non, il y a du rebelle, exactement. Et c'est ça qui est grandiose chez lui, bien sûr. Et son nationalisme était quand même républicain. Il n'était pas nationalisme ethnique, c'était un vrai républicain. Alors qu'aujourd'hui, chez les leaders politiques, la revendication du populaire paraît beaucoup plus importante que la revendication de la révolte ou de l'homme juste. Oui, absolument. On se couche devant le nationalisme ethnique aujourd'hui et on appelle ça populaire. Non, c'est pas populaire, c'est nationaliste ethnique. Et je dis ethnique pour opposer évidemment à l'idée de nation républicaine qu'incarnait le général. Et donc c'est vrai qu'on a là un phénomène de brutalité, de violence et de bêtise. Moi j'habite dans une fan zone. J'en suis presque ravi d'habiter dans une fan zone parce que ça m'a permis de discuter avec les flics qui gardent parce que les rues sont fermées. Ils n'en peuvent plus parce que soyons clairs, entre notre Zapata local avec ses moustaches en guidon de vélo qui nous annonce la plus grande grève pour demain, entre Daesh, entre les inondations et puis maintenant l'euro, nos malheureux flics, ils n'en peuvent plus. Et Dieu sait vraiment que moi je les admire parce que j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux hier. Franchement, ils n'en peuvent plus. Chapeau les flics, parce qu'ils sont vraiment formidables de professionnalisme, de courage, de flegme même, face à une situation qui commence pour eux à être véritablement insupportable. À mon avis, ce qui a été de pire quand même dans ce début... Comme dit Hollande, ça va mieux sinon. Ce qui a été de pire quand même, le véritable fléau, comment on dit, fléau. De 7 €, c'est quand même David Guetta. Il est 8h55. Salut Luc.